Bonjour à toutes et tous, bienvenue. Merci aux personnes présentes et aux personnes qui sont en visioconférence. Je voudrais savoir si vous m'entendez bien. Et si vous nous entendez, on croit l'air. Je vais recommencer. Alors, on nous entend a priori, mais de loin. N'hésitez pas à parler. Bonjour à toutes et tous, merci de votre présence et bienvenue pour ce comité partenarial de l'espace Info Habitat. Alors, quelques petits mots d'introduction. D'abord, vous remercier un remerciement à l'ensemble des partenaires qui sont à nos côtés. Je pense bien sûr aux collectivités, aux associations, aux services de l'État, aux professionnels de l'immobilier, notaires, architectes, établissements bancaires, les CCAS également, les syndics de copropriété, les organisations professionnelles, la Chambre des métiers et de l'artisanat, et sans doute beaucoup d'autres, peut-être que j'oublie, et je vous prie de m'en excuser. Donc, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce 6e comité partenarial, puisque le premier a démarré en 2017 et nous nous réunissons chaque année. C'est l'occasion de rappeler les objectifs de notre politique Habitat. Saint-Brieuc Agglomération place l'habitant au cœur de son action et s'engage pour répondre aux différents enjeux. Évidemment, les rénovations énergétiques, la vétusté du parc, le renouvellement de nos centres-villes, de nos centres-bourgs, et puis l'accueil et le bien vieillir, notamment pour nos personnes âgées qui sont de plus en plus nombreuses. C'est également l'occasion de vous présenter ou de représenter à nouveau notre espace Info Habitat, un service public qui délivre des informations aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels, des informations, je le rappelle, neutres et gratuites, et donc qui joue un rôle essentiel accompagné de l'ensemble des partenaires pour œuvrer et pour accompagner au mieux le parcours des ménages. Nous vous présenterons lors de cette réunion l'ensemble des offres de services que propose cet espace Info Habitat, tant sur les aides techniques, aussi bien administratives que financières. Et nous aurons l'illustration par des cas concrets pour vous montrer l'intérêt pour les particuliers de contacter cet espace Info Habitat. Également, bien sûr, nous serons là, les services seront présents pour répondre à vos interrogations. Le marché de l'immobilier évolue de plus en plus vite. La loi climat et résilience vient bousculer les équilibres de ce marché et nous essaierons de vous donner les outils pour encourager les rénovations vertueuses, l'achat ou l'investissement de biens parfois vacants, dégradés également, et toujours avec cette volonté d'accompagner les logements en centre-ville et centre-bourg. Voilà, je vais laisser la parole à mes services et je vais vous souhaiter une très bonne réunion de travail. Merci.
Bonjour à tous. Je suis Adèle Coeur, ambassadrice logement au service habitat de l'agglomération de Saint-Brieuc. Je vais donc continuer le propos de Madame la vice-présidente en vous présentant le IH. Alors, pour le webinaire, je vais juste rappeler quelques petites règles, mais a priori tout le monde les a déjà mises en action. On coupe les micros, on désactive les caméras et on utilisera la fonction de chat pour éventuellement poser des questions qui vous viennent au fil de cette présentation. Merci d'indiquer vos noms, prénoms et la structure pour laquelle vous représentez. Le webinaire, il est enregistré. Et donc, il sera en ligne, disponible sur le site de l'EIH dans la semaine prochaine. Le sommaire, on va donc d'abord passer à la présentation de l'espace Entre Habitat. Ensuite, on vous présentera le bilan 2022, les objectifs pour 2023 et à la fin, on aura une petite table ronde, questions-réponses pour pouvoir éventuellement répondre à vos questions. Donc, comme Madame Guinière le disait, l'espace Info Habitat, c'est le numéro unique, c'est la porte d'entrée pour toutes les questions en rapport avec l'habitat sur le territoire. Plusieurs possibilités pour nous contacter, soit par téléphone. Pour prendre rendez-vous, on peut recevoir les gens évidemment à l'espace Info qui se situe 71e régiment d'infanterie à Saint-Brieuc, c'est-à-dire dans le cœur de Saint-Brieuc. 2 agents peuvent prendre les rendez-vous, répondre en première question et réorienter les ménages vers les structures qui répondront au mieux à la problématique. On a également, par souci de proposer un service le plus proche des administrés, 3 pôles de proximité, un qui est situé à Binic, un autre à Quintin et le dernier à Pleuc-l'Hermitage. Donc là, ce sont des rendez-vous uniquement ce sont des permanences uniquement sur rendez-vous, de manière à éviter ce que les gens qui n'ont pas la possibilité de se déplacer sur Saint-Brieuc puissent bénéficier du service. On est labellisé depuis 2022 France Rénov'. Donc en fait, tout ce qui va être partenaire relais et France Rénov' seront envoyés directement vers le IH. Donc soit via le site internet, soit par téléphone. Donc évidemment, en fonction des problématiques, on renvoie vers les partenaires qui seront les plus à même de répondre encore une fois à la problématique. On propose un appui technique, des conseils personnalisés suivant le cas de figure, des diagnostics techniques grâce à nos partenaires. On propose des aides à la mobilisation. On propose de mobiliser toutes les aides financières possibles pour permettre au ménage de mener à bien son projet. On dispense également des informations juridiques et des conseils également sur l'investissement. Des visites énergie sont proposées à domicile par notre partenaire ALEC. Ce sont des visites en fait pour permettre aux ménages modestes et très modestes de trouver des petites solutions pour faire baisser les factures énergétiques notamment. On propose également, alors ça c'est plutôt notre partenaire des compagnons bâtisseurs, un accompagnement à l'autoréhabilitation pour les ménages qui sont en difficulté et qui ne peuvent pas mobiliser un gros budget pour faire des rénovations dans leur logement. Tout ça vise en fait à permettre aux ménages d'améliorer leur logement pour mieux vivre. On développe pas mal d'actions pour essayer de se faire connaître, mais bon, la communication n'est pas toujours très simple. On participe à des salons, notamment le salon d'immobilier. On organise des conférences, on participe à des forums, on fait des interviews radio.
On organise également des visites de chantier avec nos partenaires dans les logements. Donc voilà, on essaye de multiplier les canaux pour toucher les gens, pour se faire connaître, pour faire connaître, et puis leur permettre de bénéficier des aides qui sont dispensées par l'AGO. Voilà l'ensemble de nos partenaires. On en a quelques-uns ici que je vais inviter à monter sur le podium. Donc, on a l'Alex, si je ne dis pas de bêtises, la DIL et Solia. Je vais donc passer la main à Julien Dardier de l'ALEC qui va vous présenter sa structure. Bonjour, c'est Julien Dardier de l'ALEC. Je vous présente rapidement notre structure, donc l'Agence locale de l'énergie et du climat du pays de Saint-Brieuc, une association qui a une douzaine d'années, créée donc à l'initiative des agglomérations du pays de Saint-Brieuc et de Lamballe. Donc, on a trois principaux axes d'intervention. On accompagne les territoires, des villes et des agglomérations dans l'élaboration de leur plan climat pour la transition énergétique des territoires. Il y a également un pôle de conseil aux collectivités, aux communes, les conseillers en énergie partagée, qui accompagnent les mairies, notamment pour l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments communaux, donc mairies, écoles, gymnases, ce genre de bâtiments. Et après, donc, le pôle particulier, avec une partie conseil aux propriétaires, occupants ou bailleurs pour la rénovation de leur logement, également des copropriétés, et donc ce qui a été évoqué, le STIM, l'accompagnement des ménages en précarité. Voilà. Je laisse la parole de Aurélie, peut-être. Merci beaucoup, Julien. Donc, on peut effectivement passer la parole à Laurent Trouillet, qui est chef d'opération de notre OPA renouvellement urbain sur l'hypercentre qui travaille pour notre administration. Oui, bonjour à tous. Alors, je peux présenter Aurélie. Alors, rappelez, je pense que la plupart d'entre vous le connaissent, mais Aurélie, c'est un bureau d'études privé qui a été fondé en 1979, qui est implanté à l'échelle régionale sur 12 agences régionales, qui est spécialisé dans l'accompagnement et le conseil aux collectivités pour intervenir sur l'habitat privé. Donc, nous avons 4 domaines d'intervention particuliers, donc les études et les conseils, les copropriétés, l'habitat ancien, c'est principalement Saint-Brieuc, et aussi la rénovation énergétique, avec aussi des filiales comme l'urbanisme, solutions et rénovation et nouvelles aménagements qui nous apportent une expertise dans leur domaine de compétences. Donc, nous sommes implantés en Bretagne depuis 2014. Nous sommes présents sur 4 sites, donc Quimper, qui est le siège de l'agence régionale, Vannes, Rennes et Saint-Brieuc. Et Saint-Brieuc, nous y sommes depuis 2019, donc nous avons créé l'antenne avec le lancement de l'OPAQ de Saint-Brieuc qui a démarré aussi en 2019. Sur nos missions sur les Côtes d'Armor, c'est l'OPAQ de Saint-Brieuc. Nous avons aussi animé la campagne de relèvement obligatoire de Saint-Brieuc, et puis nous intervenons aussi sur la montée de la communauté et des études sur Guingamp et Pimpin. Merci Laurent. On peut laisser la parole à Déborah Eliès, donc juriste à la DIL, qui est également partenaire de l'espace emploi habitat. Oui, bonjour à tous. Donc la DIL, l'Agence départementale d'intervention sur le logement, est bien ancrée dans le département puisque nous sommes présents depuis 1980. Notre mission en lien avec le réseau, ADIL, est définie en fait par le Code de la construction de l'habitation et aussi par le Code de l'énergie depuis peu, la loi climat et résilience. Donc, notre vocation, c'est d'offrir un conseil neutre, objectif, gratuit et personnalisé sur l'ensemble des questions du logement. Donc, en partenariat avec l'agglomération et l'espace info habitat, nous sommes amenés à renseigner sur le plan juridique sur des questions qui ont attrait à l'achat d'un logement, à la location, encore à la construction. Nous venons également en appui sur tout ce qui est information sur les aides à l'accession à la propriété ou à la rénovation, qu'elles soient locales ou nationales. Et nous renseignons également sur tout ce qui a trait à la fiscalité des bailleurs. Merci beaucoup, Déborah. Je laisse la parole à Séverine Plot de Solia.
qui est donc, en charge du pôle planification, rénovation énergétique chez Solia. Okay. Donc, Solia, l'association Solia pour l'habitat, on accompagne donc les ménages sur Saint-Brieuc pour la rénovation énergétique, le maintien à domicile et les copropriétés. Notre mission consiste effectivement à aller faire des visites chez les demandeurs, évaluer effectivement le besoin de travaux et les accompagner pour le financement, la mobilisation, le financement des aides. Merci. Alors, Emmanuelle Baraquin, donc, qui est directrice des compagnons de l'antenne des Côtes d'Armor, donc avec qui nous travaillons, comme je le disais en introduction. Alors, bonjour, je suis un petit peu embêtée, j'avais préparé un beau petit PowerPoint et je ne pas passer, donc du coup, je suis pas. Mais c'est pas grave, je vais essayer de vous présenter les compagnons baptisteurs. Donc, c'est une association qui a plus de 60 ans, qui intervient sur tout le territoire français et dans le Côte d'Armor, puis avec la Glo, depuis, alors je n'existais pas à l'époque, 4-5 ans, c'est ça? Plus, oui, parce que le partenariat sur le public, d'accord, 2017, non? 2016, enfin bon, peu importe. On intervient chez les propriétaires occupants et les locataires du parc privé et aussi les locataires du parc public, puisque nous avons 2 accords avec l'agglomération de Saint-Brieuc. Nous avons un accord qui concerne l'auto-réhabilitation accompagnée et nous avons un autre accord qui s'oriente plus vers l'insertion socio-pro. Dans ce cadre-là, donc, on intervient chez les propriétaires ou locataires dits fragilisés, principalement financièrement, même s'il y a d'autres fragilités aujourd'hui. Je pense que tout le monde le constate après, de manière plus importante encore après le Covid. Et on intervient soit en complément de l'ANA, soit lorsque les personnes ne sont pas éligibles à l'ANA, ou soit lorsque les personnes ne peuvent pas faire de dossier ANA, tout simplement parce qu'il y a un reste à charge qui serait trop important, et malgré la recherche de financement de tous les travailleurs sociaux ou tous les accompagnants, ça devient très compliqué de payer ce reste à charge. On intervient donc auto-réhabilitation accompagnée, ça veut dire qu'on intervient en site occupé avec les habitants du logement. Les habitants du logement participent aux travaux à hauteur de leurs compétences. Et c'est important de tirer à hauteur de leurs compétences. Mais quoi qu'il en soit, c'est une manière aussi d'être valorisé, de reprendre un petit peu l'estime de soi. Et on actionne à chaque fois 2 leviers, à savoir le levier purement travaux, mais aussi le levier social. Donc voilà, on intervient avec un animateur technique qu'on appellerait dans un autre monde un artisan, une animatrice habitat qui est une travailleuse sociale, des bénévoles, des stagiaires et bien évidemment l'habitant. Et pour nous, ça représente une équipe de compagnons bâtisseurs de ce petit monde-là. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est tout? C'est bon? Oui, très bien. Ok, merci beaucoup Emmanuel. Et puis Karine Despuyer qui travaille à l'agglomération de Saint-Brieuc. Bonsoir. Moi, je suis Karine Despuyer, je travaille à l'espace Habitat de Saint-Brieuc en agglomération avec Delphine Burnel, ma collègue qui se cache là derrière l'ordinateur. Donc, je travaille sous la houlette de Leslie Caillard et de Sébastien Kézon. Voilà. Merci à vous. Donc, on n'a pas fait venir l'ensemble des partenaires de l'espace Habitat sur l'estrade, mais voilà, je m'en excuse. On a voulu mettre en avant aussi les conseillers techniques qui accompagnent les ménages donc dans un projet habitat. Mais il y a également l'ANA qui est présente et qui est un partenaire financier important de l'agglomération de Saint-Brieuc. On peut citer également Action Logement ou la coopérative immobilière de Bretagne, avec qui on travaille étroitement pour accompagner les ménages. Donc, je vous propose de passer au bilan 2022, voir un petit peu en illustration concrètement combien de ménages on a pu informer, conseiller, accompagner dans le cadre de notre intervention sur l'année 2022 avec l'ensemble des partenaires. Alors, vous pouvez rester sur l'estrade parce que je vais potentiellement faire appel à vous pour illustrer justement ce bilan et puis présenter la politique 2023. L'idée, c'est vraiment de rendre cette présentation vivante et illustrée au travers
d'exemples et de ménages que vous avez pu accompagner. Voilà. Pour le bilan 2022, donc rappelez, l'espace Info Habitat a enregistré plus de 6799 contacts sur l'année. Ça fait 29 contacts par jour. Donc, c'est des contacts principalement téléphoniques ou alors des contacts mail ou physiques. Sur ces 7700 contacts, tous n'ont pas été accompagnés jusqu'à une finalisation de travaux. Vraiment, on s'adapte au cas par cas en fonction du projet du ménage. Donc, ça peut être une simple information qu'on leur donne. Donc, ça se traduit sur plus de 2184 informations qui ont été données auprès des ménages du territoire. Une fois les ménages informés et le projet qui mûrit un petit peu auprès des ménages, on va les conseiller de façon plus approfondie. Donc, ça suppose 1 heure de rendez-vous avec ce dernier pour s'entretenir vraiment précisément sur son projet. Donc, sur les 2184 ménages qui ont été informés, 973 ont pu être conseillés. Et sur les 973, 638 ont pu être accompagnés. Donc là, on parle d'un accompagnement aux travaux. Donc, c'est des ménages qui sont passés en phase travaux, avec qui on va aller sur place, on va faire une visite du logement, faire un diagnostic technique, on va y revenir tout à l'heure, un diagnostic technique qui aura pour but vraiment de conseiller individuellement les particuliers en fonction de la capacité financière, mais aussi des caractéristiques du logement, c'est très important. Et donc, plusieurs scénarios de travaux vont être établis en fonction des points de main qui vont être repérés par le conseiller sur place. Et concrètement, ça se traduit par des travaux. Et donc, plus de 10 millions de travaux ont été générés grâce à l'accompagnement de ces 638 projets. En plus des 10 millions d'euros de travaux, on a, nous, versé des aides financières directes aux ménages en lien avec les aides de l'État. Nous sommes délégataires des aides, mais on abonde également ces aides. Donc, c'est un peu plus de 4,4 millions d'euros qui ont été délivrés sur l'année 2022 auprès des particuliers pour un projet habitat. Donc là, c'est une autre traduction de notre bilan pour voir le parcours du ménage. On retrouve ce volet information, conseil, accompagnement, pas à pas du projet, avec les chiffres à côté qui ont été présentés à l'instant. Donc, on va jusqu'à la prise en main possible du ménage avec le suivi de ses consommations. Donc, c'est un service qu'on peut aussi proposer aux ménages que nous avons accompagnés. Pour illustrer, je vais passer la parole à Laurent Trouillet. Donc là, on a accompagné, on a accompagné donc, un investisseur sur la ville de Saint-Brieuc, dans le cadre de l'OPA 2020 sur l'hypercentre. Et donc, c'est le projet d'acquisition et de réhabilitation de 3 petites maisons de ville. Voilà, je te laisse la parole, Laurent. Oui, alors les investisseurs en question sont un couple de particuliers que nous avons rencontrés dès l'année 2019, donc qui ont choisi de se lancer dans ce projet qui est assez ambitieux. Donc, comme c'était bien présenté, on a un ensemble de 3 maisons construites sur 2 parcelles avec un beau potentiel, mais un état de dégradation extrême. Donc, les planchers étaient défaillants, donc il a fallu concevoir dans le projet une réhabilitation complète, totalement inhabitable, mais également des reprises du gros œuvre et donc les mêmes de la couverture du bâtiment. Le projet dans les grandes lignes, donc, il consiste à réhabiliter ces 3 maisons pour créer des logements destinés à des locataires à un profil assez varié, puisqu'on a une typologie assez mixte, à savoir le petit logement, c'est un P2, c'est 41 mètres carrés, un logement qui correspond à la maison du milieu. La première maison, la façade avec enduit blanc, c'est un P3, de 62 mètres carrés, et au fond, on a une plus grande maison de 121 mètres carrés en tout cas. Et la plus-value de ce projet, c'est qu'il offre des prestations qu'on n'est pas toujours en capacité de proposer en hypercentre, c'est-à-dire
donc des places de stationnement. Donc chaque locataire aura sa place de stationnement et même un garage pour la première maison. Et l'autre prestation, c'est aussi des terrasses, des jardins extérieurs. Donc sachant que là, on est voilà, on a total une proche d'une personne qui est vraiment en limite du périmètre. Donc c'est la plus-value et ça permettra de répondre aux objectifs de l'opération, qui est de favoriser la mixité sociale, de proposer des logements à des locataires, alors ce sera des actifs principalement, puisqu'il y a la participation d'Action Logement, mais aussi à les familles. La maison du fond avec ses 121 mètres carrés sera totalement adaptée à les familles. Au niveau donc le loyer, là le dossier a été déposé, c'est une demande de subvention déposée en 2020. Donc on est encore sur les règles de financement de l'année 2020, c'est-à-dire obligation de conventionner en loyer social. Donc des loyers qui nécessairement varient selon la surface, mais en moyenne on est à 6,41 € du mètre carré. Donc, ça va donc, des loyers plus bas que le marché, ça c'était la contrepartie pour obtenir des subventions. Alors, sur le volet justement financement, donc le coût de l'acquisition, nécessairement, vu l'état de la maison, il est nettement plus bas que celui des travaux. Un coût assez bas par rapport à la surface, puisqu'on a quand même 240 mètres carrés exploitables. Donc 51 000 € de coût d'acquisition. Le montant des travaux de réhabilitation est assez significatif, 353 000 €. Donc c'est entre un peu plus de 1 500 € du mètre carré. On est vraiment dans la fourchette haute de la réhabilitation, auquel s'ajoutent des honoraires de maîtrise d'œuvre. Donc ça, c'est une obligation pour bénéficier de financement, notamment de l'agglomération. Au-delà de certain nombre de travaux, c'est d'avoir la prestation d'un maître d'œuvre, ce qui d'ailleurs est nécessaire pour des opérations de cette ampleur. Et bien sûr, l'assistance à maîtrise d'ouvrage est gratuite, puisque nous sommes dans périmètre au Paris. Voilà, donc un coût d'opération qui s'élève à 433 000 € et qui donc bénéficie des financements de toute la palette de subventions de l'agglomération, que ce soit la prime accession. Les investisseurs respectent les conditions, c'est-à-dire logement décent, gain de performance énergétique, et puis des surfaces assez importantes. La prime à la sortie de vacances, que les maisons effectuent de vacances au moment de l'achat. Et puis la condition exigée par la main, c'est-à-dire le loyer conventionné. Donc, le tout pour un montant total de 21 000 €, de subvention annuelle à 400 000 €. Et puis nous avons aussi bénéficié de l'accompagnement d'Action Logement, puisque c'est un ensemble d'immobilier qui est situé dans le programme Action par le périmètre d'Action par le et les financements d'Action Logement se traduisent par un mix de subventions et de prêt long terme avec un taux d'intérêt bonifié qui était de 0,25%, et qui a permis de boucler le financement du projet qui a été complété par un prêt bancaire classique. Si bien que voilà, les fonds sont finalement assez modérés, 41 000 € par rapport au coût global de l'opération. Alors juste, excusez-moi, terminer par le calendrier, c'est assez important. Donc les demandes de subvention déposées en 2020, démarrage des travaux en 2021, un chantier qui avance, qui a pris un peu de temps, qui est assez complexe. Il y a effectivement beaucoup de gros œuvres à reprendre. On est aussi sur un terrain assez accidenté qui a nécessité des terrassements, des comportements de murs. Et là, donc, le chantier est assez bien avancé. Donc, il est sur le point de terminer. Là, ce qui reste à faire, c'est surtout voir la grande façade, il faut refaire les enduits, et puis bien sûr les magasins extérieurs. On peut passer au deuxième exemple qui concerne le maintien à domicile. L'agglomération accompagne aussi les ménages qui souhaitent adapter leur logement. Donc là, on a un exemple d'adaptation d'une salle de bain. Tout à fait. Là, dans le cadre de ce projet, c'est une propriétaire occupante qui était déjà à domicile lorsque nous avons été sollicités. Donc, elle habite dans une copropriété, une résidence année
service avec donc un logement globalement en bon état, mais une salle de bain tout à fait adaptée. Donc c'est une dame âgée de 84 ans. C'est pas une situation de handicap, mais effectivement une perte d'autonomie liée à l'âge qui nécessitait donc de revoir la concession de la salle de bain. Donc le travail que nous avons fait, c'est de réaliser une visite à domicile, de lui donner une information générale sur les aides, de réaliser ce qu'on appelle le diagnostic autonomie, c'est-à-dire de pouvoir lui apporter un conseil sur les travaux les adaptés dans sa salle de bain, sachant que le diagnostic autonomie est réalisé par un spécialiste, en tout cas un chargé de mission qui a une habilitation pour ce type d'accompagnement et qui a réalisé également l'évaluation qu'on appelle le bon pivot ressources, qui permet de déterminer le niveau de perte d'autonomie. Ça, c'est un prérequis pour les demandes de subventions. Donc, concrètement, le projet, c'est remplacer, déposer une baignoire, remplacée par une douche, avec donc tout un dispositif, c'est-à-dire sol antidérapant, une barre de douche, un dispositif qui est adapté au vieillissant. Sur donc les aides mobilisables, donc, sachant qu'on parle d'un montant de travaux qui s'élève à 6 000 €. Là, les aides mobilisables, c'est l'Agence nationale de l'habitat, l'agglomération, une aide de 20% sur le montant des travaux. Et puis également la caisse de retraite, là c'était la CARSAT, qui apporte une contribution assez importante sur ce type de projet, sachant que nous, organismes, nous avons une convention avec la CARSAT qui permet de monter les dossiers pour leurs aides. Au total, donc, le coût d'un montant des subventions, il atteint 80% du coût des travaux. On aurait pu aller jusqu'à 100%. Il y a effectivement une règle de cumul des aides publiques à laquelle on prend. Donc, qui nous a amené à calculer de la marge. Quand même toute une palette de financement assez intéressante pour favoriser le maintien de domicile, puisque c'est aussi l'objectif de cet accompagnement, c'est favoriser le maintien de domicile des personnes en perte d'autonomie. Merci Laurent. Donc il y a un troisième exemple qui porte aussi sur l'adaptation et le souhait de pouvoir accompagner les ménages sur le maintien de domicile. Donc là, on n'est pas sur une salle de bain, on est sur l'installation d'une rampe d'accès. Donc là, c'est un ménage qui est accompagné par Solia. Donc, brièvement, alors on peut le faire à deux voix éventuellement. En fait, c'était une personne donc retraitée de 80 ans qui avait des revenus modestes, parce que donc nous, on accompagne les ménages aux ressources modestes, voire intermédiaires. Donc, le programme de travaux consistait à installer une rampe d'accès au niveau de ce logement. Le coût global des travaux était à plus de 5 300 €. Qui ont pu être pris en charge par une partie par l'ANA et une partie par l'agglomération de Saint-Brieuc, avec des contreparties, bien entendu, pour l'obtention de ces aides, comme on vous le disait, donc des contreparties de conditions de ressources, mais également d'occupation de cette résidence principale. Donc, nous, on a une demande d'occupation de 6 ans pour pouvoir avoir ces aides donc, au maintien à domicile. Donc là, c'était un exemple sur la commune de Ploufragan qui a été accompagnée par Solia dans le cadre du programme et la mission qu'on leur a confiée. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce premier temps de présentation sur le bilan 2022 avant de passer aux objectifs 2023. J'ai une question. Laurent, est-ce que tu peux nous préciser en termes de performance, parce que c'est des logements donc dans l'investissement locatif, des logements qui sont dédiés à des publics relativement modestes, en termes de ressources, il y a des critères de ressources pour les locataires. Et du coup, en termes de performance énergétique, de rénovation énergétique, où est-ce que la barre a pu être placée? Parce que c'est vrai qu'on voit que c'est un projet. Et je m'interrogeais également sur peut-être il y a eu des surcoûts. J'ai vu un projet qui s'est construit en 2000 et puis tout ce qu'on a connu, l'augmentation des prix.
est-ce qu'au final, les propriétaires s'en sortent avec un investissement simplement de 41 000 euros ou beaucoup plus? Voilà, je dis que ça a peut-être été plus compliqué que prévu. Voilà. Oui, alors, pour répondre à la première question sur la performance énergétique, là, on a effectivement une conditionnalité qui est l'étiquette B du DPE, la réussite de performance énergétique. Là, on est sur l'ensemble des logements, voilà, on était sur cette étiquette D, on a dû attendre l'étiquette C pour un autre, sachant que voilà, la performance énergétique, là, elle repose surtout sur une optimisation de l'isolation et des menuiseries. Après, du mode de chauffage, alors nous, c'est ce qu'on rencontre en centre ancien. Hein. La plupart restent quand même sur un chauffage électrique. C'est la raison pour laquelle on trouve plus rarement des étiquettes type basse consommation. Bon, c'est vrai que la tendance, la tendance actuelle n'est pas forcément favorable aux énergies fossiles, de type gaz à condensation. Et les pompes à chaleur, vous savez, nécessite beaucoup d'espace et d'investissement et ce ne sont pas des projets qu'on rencontre. On pourrait parler aussi des poêles, voilà, des inserts, des énergies renouvelables de façon générale. Ce ne sont pas des équipements qu'on rencontre très souvent en sens ici. Donc ça, c'est pour la performance énergétique. Et en ce qui concerne le surcoût, enfin l'équilibre financier de l'opération, alors on n'a pas encore montant définitif, parce que là, le chantier est en cours. Mais d'après les informations qui nous ont été communiquées, parce qu'on est en contact régulièrement avec les investisseurs, oui, il y a eu des surcoûts. Parce que sur un type de chantier comme celui-ci, il y a beaucoup d'imprévus. Déjà sur le calendrier, il y a eu des dérapages, mais aussi sur le coût des matériaux proprement dit. Comme on disait, beaucoup de reprise de gros œuvres, c'est une réhabilitation vraiment globale, parce que seuls les murs avaient été conservés. Donc beaucoup d'aléas qui engendrent des surcoûts. Je ne suis pas en capacité à ce stade de vous dire quel est le pourcentage exact de ces surcoûts, puisqu'on n'a pas encore reçu toutes les factures. Je peux prendre l'exemple d'un autre projet, avec Saint-Guillaume qu'on a suivi, le surcoût, il était sur, je ne sais plus, à peu près 500 000, il était pas loin de 50 à 60 000 euros, donc presque 10% de surcoût. Voilà. Et puis, effectivement, il y a ce que vous évoquiez, c'est-à-dire la hausse du coût des matériaux qui pèse dans la balance. Alors là, c'est peut-être un sujet aussi des débats qu'on aura tout à l'heure, mais ça, la hausse du coût des matériaux, c'est un paramètre important dans la décision que prennent les investisseurs actuels. Merci Laurent. Merci Laurent, merci Aude. Je vous propose de passer à cette troisième partie du communiqué. Donc, c'est les objectifs 2023 que l'agglomération s'est donné pour cette année. Donc, l'intervention de l'agglomération de Saint-Brieuc s'inscrit dans le cadre d'une politique globale qu'on inscrit dans le cadre du PLH, du programme local de l'habitat. Et on a quelques points forts sur lesquels on souhaite agir. Donc, ça se traduit dans le cadre des aides qu'on peut proposer aux particuliers. Donc, tout d'abord, la lutte contre la vacance des logements. Donc, vous l'avez vu au travers des exemples, mais on va vous le représenter tout à l'heure. Il y a un accompagnement spécifique pour aider les ménages à remettre sur le marché les logements vacants. Également une intervention sur la précarité énergétique et la lutte contre l'indignité des logements. Donc là, je passerai la parole à Aude Borsmoguer pour illustrer un petit peu le travail qui est mené au travers de notre SIM, le service local d'intervention pour la maîtrise de l'énergie. On intervient aussi volontairement pour revitaliser les centres-villes, centres-bourgs. Donc certaines de nos aides sont ciblées sur certains secteurs en hypercentre. Vous verrez tout à l'heure, l'idée c'est vraiment de soutenir cette revitalisation des centres-villes, centres-bourgs des 32 communes de l'agglomération. Un soutien également important opéré pour aider les ménages à acheter des logements, donc soutenir l'accession à la propriété, notamment auprès des primo-accédants. Le maintien à domicile, donc on l'a vu tout à l'heure au travers des deux exemples. La rénovation énergétique d'une manière générale, car la plupart de nos aides sont éco-conditionnées. Donc il y a le souhait effectivement de pouvoir
embarquer le ménage vers un programme de travaux efficients. Et puis, le dernier objectif, c'est la production de logements locatifs à loyer maîtrisé dans le parc privé. Donc, c'est vraiment complémentaire au parc public, au parc social, et c'est des logements qui sont comptabilisés au titre SRU donc pour les communes. Donc, un petit zoom sur la précarité énergétique. Aude, est-ce que tu veux intervenir Oui, alors je vais me mettre sur la scène. En fait, l'agglomération de Saint-Brieuc depuis de longues années, dans le cadre de ces programmes d'intérêt généraux successifs, notamment auprès des publics les plus modestes, pour leur permettre d'améliorer le confort de leur logement. Mais sur le champ de la précarité énergétique, déjà un peu comme le rappelait les compagnons bâtisseurs, on touche en fait toute la population, les locataires du parc privé, mais également les locataires du parc social. Et il me semblait important aujourd'hui, avec l'augmentation des coûts de l'énergie, de rappeler en fait que au niveau national, on identifie près de plus de 10 000 ménages répondant à des ressources modestes et a priori un budget énergie qui dépasse à 8% de leurs ressources mensuelles. Donc, on est bien sûr des ménages qui seraient ciblés comme étant en précarité énergétique. Ça correspond à 14% des ménages sur l'agglomération de Saint-Brieuc et 21% si on rajoute toutes les questions de mobilité, de transport. Donc, on n'est pas sur une petite problématique. Et c'est vrai que je voulais illustrer un petit peu notre action dans le cadre du SLIM pour montrer du coup comment ça se passe. Et j'ai fait un exemple un petit peu plutôt orienté, parce qu'il n'est pas représentatif de notre bilan 2022 et des visites qu'on a fait, parce qu'on a eu beaucoup notamment de locataires pour lesquels on est intervenu. Mais donc le cas d'une propriétaire occupante que j'ai trouvé flagrant, dans le sens un couple de personnes âgées qui habitent à Montbleu. Ils sont une maison des années 80. Ils se sont rapprochés de l'agglomération en déjà une première partie de travaux. Donc, ils ont isolé leur toit, ils ont installé une VMC. Ils reviennent vers nous en se disant j'ai un petit problème, je pense qu'au niveau de ma VMC, ça ne fonctionne pas. Et puis là, ma facture d'électricité augmente beaucoup et je pense qu'il y a un souci. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, il y a un ménage très modeste. À la visite, donc effectivement, problème identifié de longue date. La ventilation, c'est pas un pro. Donc, on a des travaux dans les combles très bien faits. On a tout ce qu'il faut. Donc, ce n'est pas du bain logo mal fait, etc. Mais par contre, la VMC est mal installée et donc des débits qui ne sont pas du tout suffisants, notamment dans la salle de bain. Donc, un problème identifié. Et quand on a regardé de plus près les factures énergétiques de cette année, donc on voit qu'en 2022, donc une consommation qui est stable sur les 3 dernières années. Quand on regarde 2022, donc ils étaient à 7,8% au niveau de leur taux d'effort énergétique. Et là, malheureusement, du coup, avec la hausse actuelle plus la hausse du coût attendue, aujourd'hui, là, sur le site du médiateur de l'énergie, on peut faire plein de simulations. Ça y est, donc ils basculent, ils sont à 8,8% en 2023. Et malheureusement, ce n'est pas prêt de s'arrêter. Donc, c'est pour illustrer que même dans une petite maison qui semble coquette, on n'est pas sur de l'habitat nu, on n'est pas. Voilà, des gens modestes vont se retrouver de fait très rapidement maintenant en précarité. Et l'alerte de notre bilan 2022, c'est qu'on a plus de 60% des gens qu'on visite qui arrêtent de se chauffer. Donc, développement de problèmes sanitaires. Voilà, on en a discuté donc moi avec le département qui est inquiet aussi. Et c'est vrai qu'il faut qu'on trouve des solutions. Donc là, nous, concrètement, dans le SLIM, on n'a pas de paquet magique. Dans l'absolu, à terme, il faudra effectivement faire d'autres travaux, notamment d'isolation de blocs. Mais là, les personnes ne se projettent pas, en fait. Ils n'ont pas les moyens, ils ont fait le toit. Pour eux, c'était… Voilà. Donc, ils ne sont pas dans cet état de faire des travaux. Donc, on a expliqué déjà que leurs consommations sont logiques, malheureusement, par rapport à leur logement. On peut chercher des pistes d'économie quand même sur l'usage, parce qu'on voit qu'au niveau des heures creuses et des heures pleines, on peut optimiser leur façon d'utiliser leurs équipements. On peut les aider à écrire à l'artisan qui est venu installer, qui est un artisan local, et donc j'espère bien qu'on trouvera une solution pour qu'il n'ait pas de la VMC.
On s'est rendu compte qu'ils avaient une puissance souscrite de 12 kilos, ce qui est énorme par rapport à voilà, la taille de leur maison et puis leur système, même si c'est des convecteurs. Donc, voilà, l'idée, c'est de retravailler avec eux sur leur abonnement. Le redimensionnement du ballon d'eau chaude, parce qu'ils ont un énorme ballon, donc éviter de chauffer. Donc, ça a changé, mais au moment du renouvellement, l'idée, c'est pas de faire. Voilà, c'est pas, il marche, donc voilà, il faut encore attendre un peu. Et puis après, l'idée, c'est de retravailler avec le ménage pour orienter du coup vers l'intersodia, voire dans certains cas, ça peut être aussi les compagnons qu'on sollicite. Après, l'idée de l'espace aquavital aussi, c'est de faire du lien entre tous ces acteurs qui interviennent. Et voilà, et bon, là, on n'est pas en présence d'une personne qui a accompagné, mais des fois, on a des travailleurs sociaux, et dans le coup, en fait, c'est le travailleur social qui reste le référent du ménage, et nous, on intervient sur un temps donné pour apporter des éléments techniques. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une alerte forte, c'est d'où ma question tout à l'heure sur l'étiquette énergétique de sortie, parce que si on met des locataires dans des maisons qui vont avoir des consommations trop importantes, ils ne vont pas s'en sortir et ça va être des problèmes après de pas payer de loyer, etc. Donc il faut l'anticiper et c'est sur le parc social qu'on doit faire le plus d'efforts, qu'il soit public ou privé. Juste, on avait une petite question par rapport justement aux statistiques de la slide précédente. Oui, l'ONPE. Voilà, je dis que du coup, c'est des statistiques qui représentent en fait la part, le nombre de ménages en fait identifiés sur le territoire. Après, si on raisonne en pourcentage de population, en fait, on a une carte qui est pas forcément identique. Là, je sais que vu que c'est lié au nombre d'habitants, en concentration en fait des cartes change de couleur, mais on a les deux cartes disponibles sur Géodis et on voit bien que voilà, c'est pas. Toutes les communes sont concernées. Après, c'est la proportion par rapport à la taille de la commune qui fait que, justement, donc on a des ressources peut-être plus faibles là, sur les communes du Sud qui font que la proportion est beaucoup plus forte. Mais en termes de nombre, c'est sur la ville de Saint-Brieuc, les communes les plus denses, on va avoir le plus grand nombre de personnes. Donc, ce sont des chiffres publics. Hein, ah oui, donc, potentiel. Voilà, qui sont des à l'échelle nationale. Après, c'est des stats qui sont regroupés, donc il y a plein de sources différentes. Merci. On peut passer aux aides financières si vous le souhaitez. Donc, l'agglomération de Saint-Brieuc vote chaque année un peu plus d'1 million d'euros pour aider les ménages à réaliser des travaux. Et donc, je vais passer la parole à Karine, donc ma collègue qui travaille à l'espace Info Habitat, pour vous présenter l'ensemble des aides locales qui ont été votées par nos élus cette année. Donc, les aides locales de l'agglomération en matière d'habitat privé. Donc, je voulais simplement, avant de rentrer dans le détail, resituer un petit peu. Donc, ces aides ont été, les orientations de ces aides ont été votées en conseil d'agglomération en décembre 2022. Et donc, le guide habitat privé a été voté en détail avec l'ensemble des fiches en bureau communautaire en janvier 2023. On va vous rappeler ensuite sur les prochaines slides, mais le guide est téléchargeable sur notre site internet, le site internet de l'espace Info Habitat. Alors, l'objectif de ce guide, c'est de simplifier un maximum et de rendre visibles les aides pour l'ensemble des porteurs d'un projet habitat. Il faut savoir que ce sont des aides qui sont complémentaires aux aides nationales et qui respectent les spécificités locales. Il y a un budget d'1,16 million donc, qui a été voté par l'ensemble des élus. 1,16 million pour soutenir environ 360 projets habitat. Un petit rappel qui me semblait important, donc forcément on va évoquer là, les aides financières. Il me semblait important de rappeler également que les élus ont souhaité renforcer l'accompagnement technique, hein, puisque donc tous les porteurs qui vont bénéficier d'une aide locale vont également bénéficier d'un accompagnement technique qui est pris en charge par la collectivité.
Donc, il y a un certain nombre de points communs à l'ensemble de ces aides. Ce sont des aides qui vont être allouées à des projets qui vont réhabiliter l'ancien, puisque les logements doivent être anciens depuis 15 ans. Ce sont des aides qui sont octroyées aux propriétaires occupants ou aux propriétaires bailleurs pour la résidence principale. Il y a également des contreparties sociales de ces aides, puisque les propriétaires occupants doivent être en dessous d'un certain plafond de ressources. Et on va demander également aux propriétaires bailleurs de plafonner leur loyer. Un certain nombre d'aides également, donc la prime à la vacance qu'on va voir en détail ensuite, la prime à l'achat et l'aide complémentaire en conventionnement ANA. Ce sont des aides qui sont octroyées aux logements qui sont situés en secteur prioritaire. Alors, petit rappel, parce qu'on a souvent des questions au niveau d'espace info-habitat, c'est quoi le secteur prioritaire? Donc, c'est un périmètre qui a été défini à partir du SCOT, du schéma de cohérence territoriale. Et donc, ce sont essentiellement des logements situés dans une zone de densité bâtie avec un certain nombre de commerces ou de services à proximité. Donc, comme vous pouvez le voir sur la carte, là, il y a une grande partie du territoire de Saint-Brieuc qui est situé en secteur prioritaire. Après, hors Saint-Brieuc, c'est essentiellement des biens qui sont situés en centre-bourg ou dans les hameaux. Et on demande également aux porteurs d'un projet habitat qui souhaitent bénéficier des aides locales de faire un certain nombre de travaux adaptés. Il y a notamment des conditions de gain énergétique pour les propriétaires occupants qui est 25%. Et pour les propriétaires bailleurs, 35%, avec l'obligation de faire ces travaux via des artisans labellisés RGE, c'est-à-dire reconnus garants de l'environnement. Donc là, on va passer en détail un petit peu les différentes aides. Il y a une première aide qui figure dans la fiche 1 du guide des aides, la prime à la vacance. Donc, la prime à la vacance, elle est d'un montant de 4 000 € par logement et un objectif de 50 primes pour un budget de 200 000 €. Les bénéficiaires, donc, ce sont tous les propriétaires occupants ou propriétaires bailleurs qui souhaitent réhabiliter un logement ancien, vacant depuis plus de 2 ans. Donc, il y a un certain nombre de conditions à remplir. Pour les propriétaires occupants, ce sont des ressources, il faudra utiliser les ressources en dessous d'un certain plafond. Et les propriétaires bailleurs, on va leur demander de plafonner leur loyer. Le nombre de primes est limité à 2 par foyer fiscal. Il y a possibilité de majorer ce nombre de primes à 2 supplémentaires, s'il y a notamment pour les propriétaires bailleurs du conventionnement à l'art. Cette aide peut être déposée seule ou en cumul des hôtels de l'agglomération dans la limite de 18 000 € par logement. En fiche 2, donc l'aide phare de la collectivité, l'aide à l'accession à la propriété, donc toujours en secteur prioritaire, 4 000 € par logement avec un objectif de 80 primes avec un budget de 320 000 €. Donc les bénéficiaires, ce sont les mêmes que pour la prime à la vacance. Les conditions sont les mêmes aussi. Après, une petite alerte que je souhaitais vous faire passer, vous qui rencontrez peut-être des porteurs d'un projet habitat, surtout passer l'info aux porteurs d'un projet habitat qu'il faut nous solliciter bien en amont, puisque le dossier de demande d'aide à l'accession à la propriété doit être déposé par le demandeur 4 à 6 semaines avant de signer l'acte de vente. Donc vraiment bien en amont. Par la suite, donc, vous retrouverez l'ensemble des aides à la rénovation. Donc, il y a 3 aides qui étaient déjà existantes l'année dernière, qui ont été reconduites cette année. Donc, l'aide pour les travaux de mise en sécurité, que vous retrouverez en fiche 4 du guide. Donc, c'est une aide pour essayer d'être assez précise. C'est une aide, par exemple, qui peut permettre de financer des travaux de mise aux normes électriques ou éventuellement lorsqu'il y a des toitures fuyardes, en fait. De façon générale, ce sont tous les travaux qui sont prescrits dans le cadre d'un arrêté de mise en sécurité. Alors, juste pour compléter, effectivement, Karine, Emmanuel Baraka me le soulignait, cette aide à la mise en sécurité, elle a été élargie cette année
aux bénéficiaires des personnes qui sont accompagnées par les compagnons. C'est-à-dire que l'ensemble des équipements qui sont à la charge des ménages lorsque vous les accompagnez, donc ces ménages pourront bénéficier de cette aide de 30% pour financer les équipements installés à leur domicile. Voilà, c'était une ouverture pour justement accompagner le mieux possible les personnes que vous savez. Un rappel important en effet. En fiche 5, vous avez également donc, une aide à destination des propriétaires bailleurs en abonnement donc, du dispositif Loc Avantage, le conventionnement ANA. Donc, l'agglomération verse une aide à ses porteurs de projets, une aide plafonnée à 4 000 € par logement et qui peut subventionner jusqu'à 10% du montant des travaux. Et il y a également une aide à destination des syndicats copropriétés, donc pour les copropriétés qui sont situées en hypercentre, dans le cadre du périmètre OPA-RU, donc une subvention de 5%. Donc ces aides-là existaient l'année dernière, elles ont été reconduites par les élus cette année. Et il y a une petite nouvelle, la prime à la performance énergétique, qui est une prime de 5 000 €, une prime qui peut être octroyée aux propriétaires bailleurs ou aux propriétaires occupants. Et donc, c'est une prime qui incite à faire de la rénovation vertueuse, puisque pour pouvoir bénéficier de ces 5 000 €, il faut faire suffisamment de travaux de façon à atteindre l'étiquette D du DPE. C'est une aide qui peut être versée donc en complément des autres aides propres de l'agglomération ou pour les ménages qui sont à revenus modestes ou très modestes. Donc, en complément de la prime Rénov-Sérénité ou pour les propriétaires bailleurs, en complément du dispositif Loc Avantage. La dernière aide, l'aide à l'adaptation, donc qui permet de financer des travaux de façon à maintenir les personnes à domicile ou en cas de handicap notamment. Donc, c'est une aide qui correspond à 20% du montant des travaux hors taxes, avec donc une aide qui varie entre 500 et 2 000 € par logement. Il y a un objectif de 120 primes avec un budget de 150 000 € qui a été voté. Et donc, c'est une aide qui peut abonder les aides de l'ANA pour les ménages modestes et très modestes. Autrement, ce sont des ménages à revenus intermédiaires. Comment faire pour bénéficier de l'ensemble de ces aides locales? Donc, une petite procédure en 5 étapes. La première étape, c'est d'inciter donc les porteurs de projets à contacter l'espace Info Habitat suffisamment en amont, puisqu'on va, lors d'un échange téléphonique ou d'un rendez-vous physique, on va analyser le besoin du demandeur. En fonction du besoin, on va déterminer le profil et pouvoir déjà lui donner des premières infos, des premiers conseils, toujours neutres et à titre gratuit. Donc, ça peut être des conseils techniques, des conseils financiers ou des conseils juridiques. Ensuite, on passe à la deuxième phase, donc la phase d'élaboration, où là, justement, on peut être amené à solliciter nos partenaires pour faire une visite du logement, de façon à établir un diagnostic du logement, à proposer aux demandeurs des scénarios de travaux. Et ensuite, une fois que le projet est bien précis, le demandeur est amené à déposer son formulaire de demande, qui est téléchargeable sur notre site, formulaire qui peut le déposer directement à l'espace Info Habitat ou via l'opérateur. Ensuite, la phase de dépôt, comme je vous disais tout de suite, la quatrième étape, l'étape de réalisation des travaux. Et au final, donc, l'étape de versement, une fois que les travaux sont réalisés, on demande les factures de travaux pour vérifier qu'ils sont bien conformes au projet initial. Voilà. Merci beaucoup, Karine. Je vais passer la parole à Julien Aberbet, qui travaille à l'ALEC, pour vous présenter l'ensemble des aides nationales. Donc, c'est effectivement un petit peu plus. J'appuie sur le bon bouton, effectivement, ça y est. Donc, effectivement, on aurait pu passer des heures pour vous présenter l'ensemble des aides nationales. On a voulu le synthétiser sur une slide. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous.
parce que c'est effectivement le parcours du combattant trop particulier. Donc, je peux comprendre qu'il perd un petit peu son atteinte. Donc là, c'est vraiment le rôle de l'espace Info-Habitat, le rôle de nos conseillers pour pouvoir orienter le mieux possible le particulier sur l'ensemble de ces aides. Mais avant tout, on va regarder le projet technique qui va, donc les aides financières vont venir en appui de ce projet technique. Tout à fait, on aurait pu passer des heures. La complexité. Moi, je vais juste présenter rapidement les principales aides au niveau national. Donc, vous avez ce qu'on appelle historiquement les aides de l'ANA, Agence nationale de l'Innovation de l'Habitat, qui, donc le nom officiel, c'est l'aide MaPrimeRénov' Sérénité, une aide qui est réservée aux ménages modestes et très modestes, qui demande à faire un certain niveau d'économie d'énergie pour être éligible, donc 35% d'économie d'énergie. Pour déterminer l'atteinte de cet objectif, l'opérateur du territoire, donc celui ou l'urbanisme, qui visite sur place pour faire un bilan énergétique avant travaux et estimer le gain apporté par les différents travaux. Et une fois que ce gain est validé, l'aide est forfaitaire en fonction du montant des travaux et du type de ménage. Donc 35% de prise en charge pour un ménage modeste, 50% de prise en charge du montant des travaux pour un ménage très modeste. Dans le cas où le ménage n'atteint pas l'objectif de 35% d'économie d'énergie ou qu'il n'est pas en catégorie modeste ou très modeste, il existe l'aide MaPrimeRénov' qui est ouverte à toutes les catégories de revenus. On verra juste après le tableau du plafond des revenus. Donc, on verra toutes les catégories de revenus avec des aides là, forfaitaires, action par action. Donc, en fonction des types de travaux, vous aurez un certain montant d'aide. Les travaux aidés, c'est tous les travaux d'isolation des parois opaques, toiture, murs, plancher, les parois vitrées, la ventilation et la production de chaleur renouvelable. Parce que depuis cette année, tout ce qui est chauffage à énergie fossile est exclu du dispositif. Les chaudières fioul et les gaz ne sont plus subventionnés, même à compensation. Ensuite, vous avez l'aide des C2E, les certificats d'économie d'énergie qui vont venir se rajouter aux aides MaPrimeRénov' Sérénité ou MaPrimeRénov' tout court. Donc ça, c'est une aide privée qui vient des distributeurs d'énergie et qui vient en direct aux particuliers. Donc, toutes ces aides-là sont à demander, c'est-à-dire qu'il faut ouvrir les dossiers avant les travaux, avant de signer les devis, et le paiement se fait à la fin des travaux sur facture de travaux RGE. Alors, utilité, pour MaPrimeRénov', il y a deux façons de mobiliser l'aide, soit en geste par geste, une seule action de travaux, ou remplacer juste un poêle, vous pouvez demander l'aide pour le poêle, mais vous pouvez aussi faire un projet de rénovation globale, auquel nous on pousse les gens à s'engager, parce que c'est en faisant un projet de rénovation globale qu'on aura le projet le plus performant possible. Par exemple, le changement des fenêtres, ça va de pair avec l'isolation thermique par l'extérieur. Si vous faites une isolation par l'extérieur et qu'après vous voulez changer les fenêtres, vous serez obligé un petit peu d'abîmer votre isolation pour remplacer les fenêtres. Voilà, l'idéal, c'est de tout faire en même temps. Mais pour des questions de budget, on peut aussi faire geste par geste. Et nous, on peut vous conseiller à l'ANEC sur le cadencement des travaux pour avoir le projet le plus performant possible. Donc ça, c'est pour les aides financières. Ensuite, vous avez des prêts. Donc, le premier, l'éco-prêt à taux zéro, un prêt sans intérêt. Et ensuite, le prêt action logement. C'est plus un prêt hypothécaire qui est remboursé en une seule fois à la cession du logement. Sachant que là, par contre, il y aura des intérêts et des frais d'assurance. Ensuite, vous avez le prêt action logement, qui est réservé aux salariés du privé. Donc, tout ce qui est technique, prime liée aux travaux, donc tout ce qui est lié à la technique, nous, on peut vous renseigner. Après, tout ce qui est prêt, vraiment, ça vous renvoie vers la CNIL, qui sont plus compétents sur les questions financières. Et pour terminer, sur les dispositifs nationaux, vous avez la TVA à taux réduit, donc à 5,5% pour tous les travaux que j'évoquais, de performance énergétique, au lieu de 10% pour la rénovation simple, parce que ça veut dans la cuisine, et 20% pour le taux de TVA normal. Donc,
peut-être montrer le tableau de plafond de revenus. Et donc, ces aides peuvent être cumulables, enfin pas toutes entre elles. Hein. Les aides de ma prime rénov' sérénité ne sont pas cumulables, bien sûr, avec la prime rénov', que ce soit l'une ou l'autre, comme tu le disais, mais ça peut être cumulable avec les C2E, avec un éco-prêt, et potentiellement avec un prêt Action Logement ou un prêt avancé. Simplement, mais pas les mêmes choses. Oui. On peut séquencer les travaux et mobiliser sur la première sérénité et mettre d'autres travaux dans la première. On arrive aussi à optimiser. Tout à fait. Merci beaucoup, Séverine, effectivement, pour ce complément d'information. Oui, effectivement, les aides MaPrimeRénov' ou MaPrimeRénov' sérénité peuvent être cumulées si on n'est pas sur le même type de travaux, bien entendu. Donc, on a pu effectivement accompagner des ménages qui obtenaient les deux aides. Donc, il y avait une recherche d'optimisation de ce plan de financement avec ce dernier. Et donc là, on voit effectivement les coûts plafonds de ressources. Oui. Pour vous donner un exemple concret, il y a un plafond de montant de travaux avec un peu de sérénité qui est à 35 000 €. Consommer toute cette enveloppe, par exemple en faisant l'isolation des combles, plus l'isolation des murs. Et après, si on veut changer le système de chauffage, alors qu'on a déjà consommé l'enveloppe de sérénité, on peut demander l'aide MaPrimeRénov' juste pour le changement de la chaudière. Là, ça fait qu'on a un peu cumulé pour le même projet les deux aides, mais pas sur les mêmes travaux. Dans la limite, après de 20 000 € d'aide MaPrimeRénov' cumulée par projet. Donc, ce qu'il faut faire au début d'un projet, c'est se situer par rapport aux catégories de revenus au sens des aides financières. Donc, il y a 4 catégories. De très modestes à supérieurs, donc avec les couleurs. Les ménages très modestes sont bleus, modestes jaunes, l'intermédiaire violet et les supérieurs roses. Vous avez un tableau à double entrée avec d'un côté le nombre de personnes dans le logement, donc la grosse différence par rapport au crédit d'impôt, c'est qu'on ne compte plus en nombre de parts, en nombre de personnes. Donc, un enfant, c'était une demi-part, maintenant c'est une personne à part entière dans le logement. Et ensuite, il faut cumuler tous les revenus fiscaux de référence des gens qui ont un revenu dans le ménage. Et il faut ces deux informations, donc vous vous retrouvez dans une des deux catégories. Donc, par exemple, une personne seule qui est à 20 000 € de revenu fiscal de référence, elle est en dessous du plafond de 20 805 €, donc elle est en ménage jaune. À partir de 20 806 €, elle passe en ménage violet. 3 personnes à 40 000 €, vous êtes en ménage violet aussi, parce que au-dessus du plafond de 36 591 €, c'est ménage jaune. Et après, si vous êtes plus de 5 personnes dans le logement, on va ajouter un certain montant au plafond. Merci. Julien, est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'ensemble des informations qui vous ont été données? On peut revoir la diapositive d'avant. Ah voilà, c'est ça les couleurs, les codes couleurs rose, violet. Non, c'est juste pour différencier les différentes aides. C'est un peu plus clair. Ça donne combien en faisant et trébuchant par catégorie? Les bleus en 50%, les jaunes en 35%, et ensuite les violets et les roses, c'est effectivement dans le tableau de MaPrimeRénov', ils ont un Parce qu'on ne sait pas à quoi correspondent les codes couleurs. Enfin, les couleurs oui. rose, violet, jaune. Pas comme vous, les impôts de la ressource, c'est le revenu fiscal de la référence. On peut peut-être profiter pour faire une publicité justement, il y a un prochain webinaire spécifique sur les aides financières qui aura lieu le 20 avril prochain. Donc, on vous transmettra cette information. Donc là, c'est ouvert à tous, y compris aux habitants du territoire. Donc, n'hésitez pas à vous connecter le 20 avril prochain. On vous donnera ces informations. Donc là, on va vraiment aller dans le détail de l'ensemble des aides nationales. Mais là, on n'avait pas le temps ce soir. S'il n'y a pas de questions, on va poursuivre du coup. Une aparté sur les aides.
les aides privées des C2E, effectivement, ce sont les obligés. Clairement, aujourd'hui, c'est renforcé encore avec les C2E rénovation globale pour des gens qui atteignent un gain de plus de 55% de gain énergétique. Et c'est cumulable avec les aides de l'ANA Sérénité. Il faut savoir que simplement, il y a un audit obligatoire à ce moment-là pour mobiliser ces aides, mais ce sont des leviers quand même très importants. Là, clairement, moi, j'ai un dossier où je viens de mobiliser 18 000 € d'aide, ce qui n'est quand même pas rien. C'est un peu compliqué, effectivement, à monter. Effectivement, on est là, nous, les opérateurs, pour fluidifier toutes ces informations. Mais voilà, c'est aussi quand même maintenant des éléments dont il faut parler parce que ça va se populariser et effectivement, c'est quand même à mobiliser aujourd'hui. C'est un métier supplémentaire. Ben là, c'est des gros chantiers de travaux. On parle de 55%. Donc, clairement, on est sur des programmes de travaux assez ambitieux. Mais l'isolation par l'extérieur, chauffage, fenêtre, on y est, quoi. Je ne l'ai plus en tête. Honnêtement, je crois qu'on est dans plus de 50 millions. Et bon, 18 000, plus ANA, plus voilà, on arrive quand même clairement à résoudre le reste à charge. Et pour le client, le client, il doit payer la facture avant, il a les aides ensuite ou il a les aides tout de suite? Donc, il doit quand même régler. Il a effectivement l'avance à faire. Il y a certains effectivement, artisans qui mobilisent des C2E directement, qui les mettent en déduction de la facture. Ça arrive, mais ce n'est pas toujours le cas et pas sur les C2E innovation globale. Donc, effectivement, il faut qu'il y ait des avances. Donc, il y a des solutions. Effectivement, il y a des aides qui est là pour ça aussi. Mais, et puis, malgré tout, il y a des fonds propres et puis il y a d'autres solutions de prêt aussi pour aider ce genre de choses. Merci. Merci. Il nous reste quelques minutes et j'aurais souhaité effectivement aborder avec vous une petite table ronde. Donc, je vais donc demander à certains intervenants de rester et d'autres, si vous souhaitez, de vous libérer. Je vais donc libérer Emmanuel Baraquin des compagnons. Si je le souhaite, Karine Lécuyer, donc tu peux effectivement. Et puis je vais vous laisser, donc Julien Barbet, Séverine Clos, Déborah Eliette et puis Laurent Trouillet sur scène pour pouvoir intervenir dans le cadre de cette table ronde. Donc il nous semblait intéressant de pouvoir, comme on l'a fait tout à l'heure, illustrer un petit peu l'accompagnement qu'on propose auprès des ménages. Et au travers d'une thématique qui nous tenait à cœur, c'est l'accession à la propriété, l'accession aussi de biens anciens, vacants, parfois dégradés, parfois énergivores. Donc, c'est comment on va pouvoir mettre en place différents outils pour que vous puissiez conseiller au mieux les ménages du territoire et les encourager vraiment à acheter des logements anciens. On est sur un contexte assez particulier, qui est notamment dans le neuf. On va, les biens dans le neuf se raréfient. On a un objectif aussi avec le zéro artificialisation nette de ne plus de diviser par deux notre consommation foncière sur le territoire entre 2021 et 2031. Donc il y a une forte volonté d'encourager les ménages à investir dans l'ancien. C'est une politique quand même depuis déjà quelques années. Mais c'est concrètement comment on va accompagner ces ménages. Donc, peut-être que déjà sur le contexte, je ne sais pas si Déborah, tu veux intervenir pour effectivement donner quelques chiffres sur la difficulté aussi des ménages à investir. On le voit au travers de nos aides. L'année dernière, on a mobilisé à peu près 70-80 aides à l'achat. Cette année, ça a du mal à partir le dépôt des demandes de subvention. Donc, on voit bien qu'il y a de moins en moins de ménages à pouvoir accéder à la propriété. Est-ce que tu peux nous illustrer un peu peut-être ce contexte immobilier qui se crispe? Oui, alors je vais vous donner quelques chiffres, effectivement. Juste à titre indicatif, la DIL a comptabilisé 5126 consultations sur l'année 2022
Donc, c'est à partir de ces statistiques que je vais pouvoir vous donner quelques chiffres. Et nous sommes là sur le premier trimestre à 1414 consultations sur 2023, du coup à l'échelon départemental. Bien qu'il est toujours délicat de tenter d'objectiver des indicateurs, nous observons effectivement les inquiétudes des ménages sur les difficultés à se loger en Côte d'Armor depuis la crise Covid. À titre d'illustration, au niveau de nos statistiques, on a constaté une augmentation des demandes d'informations sur les congés, par exemple, délivrés par les bailleurs, qui sont en progression constante depuis 2020. Sur cette thématique, qui représente en moyenne 19 demandes par mois, aujourd'hui, on était à 7 demandes par mois en 2020 et 11 en 2021. C'est une demande récurrente des propriétaires bailleurs. Motif prépondérant du congé délivré par le bailleur, c'est la vente de son bien. Derrière le congé pour reprise ou le congé pour motif légitime et sérieux. Mais sur ces consultations réalisées, on ne sait pas quantifier le nombre de bailleurs qui ont vendu réellement leur logement. Nous n'avons pas la finesse effectivement observée sur d'autres territoires comme l'Ille-et-Vilaine, par exemple, qui est doté à la ville 35 d'un observatoire. La ville 35, c'est par exemple appuyé sur son enquête annuelle sur le niveau des loyers pratiqués par les propriétaires bailleurs en gestion directe dans le cadre de leur observatoire local des loyers, et elle n'a pas relevé une forte progression de mise en vente entre 2021 et 2022. Donc ça peut être une intention quand on vient se renseigner sur le congé bailleur, mais pas forcément une concrétisation du projet de vente. Sur l'échantillon analysé par la DIL 35, 1500 logements locatifs privés, elle a enregistré en 2021 72 pertes de logements locatifs, dont 34 issus de la vente. En 2022, 83 pertes, dont 42 liées à la vente du logement. Donc seulement 2,8% finalement de l'échantillon enquêté. À notre niveau, nous constatons également une tendance à la baisse des projets d'accession à la propriété sur Saint-Brieuc agglomération. Au niveau de nos statistiques, on a eu 269 consultations en 2022 contre 412 en 2020, donc une baisse de 35% de nos consultations sur cette thématique et jusqu'à 38% de baisse par rapport à 2021. Sur les demandes d'information des congés des locataires, là aussi, ça marque le pas, puisqu'elle représente 125 consultations en 2022. Alors, j'ai plus le chiffre 2020, mais on a enregistré une baisse de 26% des demandes de congés sur l'agglomération et 45% à l'échelon départemental, ce qui traduit un certain immobilisme finalement des locataires, une difficulté à quitter le logement, moins de mobilité et certainement une difficulté d'accession pour les jeunes ménages. Tendance observée lors de notre présence au Salon de l'Habitat en début de ce mois, nous avons très peu de contacts par rapport aux autres années pour les projets de primo-accédants, un peu plus en revanche de projets d'investisseurs, propriétaires bailleurs. Sur les demandes d'informations sur la rénovation énergétique en provenance des propriétaires bailleurs, là par contre, on a une intensification des consultations. En 3 mois, la DIL a réalisé près de 30% de l'activité enregistrée en 2022 sur ce segment, donc les propriétaires bailleurs qui cherchent à rénover leur logement, notamment sur le plan thermique, ce qui est certainement en lien avec la réglementation de la loi climat et résilience, le gel des loyers, et les nouveaux critères de performance énergétique. À noter le dépôt début mars d'un projet de loi pour préserver le parc locatif traditionnel et éviter le contournement de la loi climat et résilience. C'est un projet de loi qui prévoit l'application notamment des critères de performance énergétique à tous les logements, quelle que soit leur destination, et donc aux meublés de tourisme. Alors voilà ce que nous avons pu observer à notre niveau et d'après nos statistiques de consultation. Je vous laisse éventuellement compléter, réagir. Donc, un marché effectivement qui se crispe, des biens dont les prix augmentent, des biens qui
clarifie, donc des ménages aux ressources modestes qui ont de plus en plus de difficultés à se loger. L'augmentation des taux bancaires, etc. Donc c'est vrai qu'il y a des impondérables sur lesquels l'agglomération malheureusement ne pourra pas agir, mais il nous paraissait quand même essentiel, au travers de cette table ronde, de mettre en avant les différents outils qui sont à notre disposition aujourd'hui et sur lesquels on peut s'appuyer lorsque vous rencontrez les ménages du territoire pour les encourager à acheter et à faire des travaux de rénovation. Donc juste aussi j'avais 3 grandes questions à vous poser. La première, je me tourne vers Julien Abervé, c'est quelles sont les raisons, enfin, on les connaît tous, mais c'est bien aussi de les rappeler, quelles sont les raisons qui peuvent effectivement encourager les ménages à acheter et à faire des travaux. Donc on a repris cette slide, mais je pense que c'est intéressant de pouvoir rappeler l'ensemble de ces arguments. Oui, effectivement, on voit tout en haut réduire sa facture énergétique. C'est l'inquiétude des ménages en ce moment, où on voulait les prix de l'énergie, notamment suite à la un petit peu une maison classée en B, donc vers 200 kWh par an, donc plutôt, on va dire, à peu près la moitié des logements de performance. 100 mètres carrés logés à l'électricité, aujourd'hui, vous partez sur une facture annuelle d'énergie de 4 000 euros. Voilà, au niveau du budget, c'est une inquiétude forte. Du coup, c'est le but, de réduire sa facture d'énergie. Et il y a un peu pour faire passer la pilule. Nous, ce qu'on met en avant, c'est qu'en même temps que vous allez pouvoir maîtriser vos dépenses d'énergie, c'est que vous allez améliorer votre confort en parallèle. Vous paierez moins cher pour être mieux chez vous. Donc, en même temps, ça va d'entretenir, d'améliorer son logement. Donc, déjà, vous améliorez la note. Donc, vous avez quelque chose à présenter comme quoi ça a été amélioré. Et même, vous avez besoin de refaire la toiture. Tant qu'à faire, il faut avoir le réflexe d'isoler en même temps. Vous avez un ravalement de façade à faire. Pareil, vous pensez à isoler en même temps pour optimiser les travaux. Donc, un logement plus performant, automatiquement, on va gagner en valeur. Et inversement, de plus en plus, la note énergétique au moment d'une vente, ça va avoir un impact négatif si vous avez un logement classé en passoire énergétique. Donc, bien sûr, moins vous consommez d'énergie, quelle que soit l'énergie, moins plus il y a d'énergie disponible en soi, et comme une partie de l'énergie est encore produite via du fossile, on réduit notre dépendance des énergies fossiles. On voit les tensions notamment liées au gaz. Moins d'énergie fossile veut dire en parallèle moins d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc notre message au niveau des travaux, c'est d'abord on recherche un artisan local. Donc par référendum, on participe aux économies locales. Merci Julien. Et donc c'est vrai que c'est important de le redire, ces travaux-là, on essaie de pousser à une rénovation globale, notamment lorsqu'on achète un logement. C'est très important. Donc on va pouvoir l'illustrer aussi avec l'accompagnement qu'on propose en phase achat. Donc je me tourne effectivement vers Séverine, vers Laurent. Donc dans le cadre de la prime à l'achat proposée par l'agglomération de Saint-Brieuc, on le rappelle tout à l'heure, il y a une visite gratuite du ménage et un diagnostic accession qui est réalisé donc par nos 2 opérateurs. L'objectif de cet outil d'aide à la décision, c'est vraiment de pouvoir faire cette visite et de la faire le plus en amont possible parce que le ménage n'est pas obligé ensuite de passer en phase achat. Donc c'est vraiment un outil d'aide à la décision qui sera gratuit, mais qui ne conditionnera pas le ménage à acheter son bien. S'il se rend compte que ce logement ne correspond pas du tout à sa capacité financière, effectivement, on va plutôt l'orienter vers un autre type de bien. Donc, c'est une visite et un diagnostic technique qui sont pris en charge par l'agglomération de Saint-Brieuc et réalisés par nos conseillers. Donc, on va illustrer au travers d'un achat sur Saint-Brieuc. Et donc, c'est Laurent qui a accompagné ce ménage pour l'achat d'un appartement. Alors, comment s'est passée
Alors, comment ça s'est passé? Donc là, c'est vrai que c'est un projet un projet global d'acquisition, amélioration. Donc, effectivement, dans le cadre de cette mission, nous sommes intervenus en amont, c'est-à-dire en amont de l'achat, pour donc accompagner et aider la personne dans la prise de décision. Donc, déjà présenter le bien en question. Donc, on est sur un appartement type T2, 40 mètres carrés, dans donc un logement énergivore, puisque situé dans un immeuble en copropriété construit en 1974, c'est-à-dire que juste avant la première réglementation thermique, et construit à l'époque où les normes en matière de performance énergétique étaient très faibles, voire inexistantes. Donc, le bien est énergivore, il a la pire étiquette 4G. Il a donc absence d'isolation des murs, une isolation sous combe, parce que c'est le dernier étage de l'immeuble. Donc une isolation sous combe ancienne largement insuffisante. Et puis une aération assez basique, puisque c'est uniquement aération naturelle par entrée d'air assez basse. Donc l'objet de l'accompagnement, c'était, nous on est intervenu donc, sur sollicitation de l'agglomération dès le mois d'avril pour une visite à domicile et réaliser un bilan énergétique pour analyser le comportement thermique du logement et étudier les améliorations nécessaires. Donc, dans les améliorations qui ont été proposées, donc ça fait l'objet vraiment d'une concertation avec la personne, hein, donc une personne qui achetait le bien en vue de l'occuper en résidence principale. Donc, ce qu'on lui a proposé, ce qu'elle a accepté, c'était donc une solution qui soit à la fois efficace sur le plan énergétique, mais également maîtrisée en matière de travaux, puis tenir compte aussi de la contrainte de la copropriété, enfin de l'habitat collectif de façon générale, mais de la copropriété plus précisément. C'est que en copropriété, les marges de manœuvre sont un peu plus réduites en matière de performance énergétique. Donc, les travaux que nous avons proposés, qui ont été acceptés dans le cycle, donc ça a été l'isolation des murs par l'intérieur, compléter l'isolation du plancher des combres, mettre en place une ventilation mécanique contrôlée, et puis aussi, je n'ai pas parlé de menuiserie, donc on parle de menuiserie ancienne en simple vitrage, donc un remplacement par des menuiseries performantes en double vitrage. Donc un programme de travaux qui permettait d'atteindre un gain énergétique de 67%. Sachant qu'effectivement, cet accompagnement en passation, nous, on a pu le poursuivre sur la phase travaux, puisque donc, il y a eu une demande de prime accession qui a été déposée donc, dans les 2 mois qui précédaient la date de l'achat, puisque l'achat s'est fait en juillet. Donc il y a un acompte qui a été débloqué, puisque l'agglomération prévoit la possibilité de débloquer un acompte sur l'aide à l'accession après l'achat. Et suite à ça, donc, nous avons monté le dossier de demande de subvention pour un dépôt ANA en janvier 2020. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a 2 temps hein, dans cette phase d'accession. Il y a la phase de diagnostic, aide à la décision. Et puis, il y a un autre temps, donc l'agglomération nous sollicite également pour, une fois les devis obtenus, vérifier la recevabilité du projet. La recevabilité, c'est vérifier que le gain énergétique requis est atteint. Voilà, en ce qui concerne donc toujours un petit focus sur le montage financier. Donc le montage financier, c'est donc un coût d'acquisition de 60 000 euros de travaux, et qui est financé par donc, la prime de 4 000 euros de l'agglomération, subvention à la prime rénov' sérénité. Donc là, ma prime rénov' standard non, puisque tous les travaux de rénovation énergétique étaient financés par ma prime rénov' sérénité, donc financée à 40%, complétée par la prime sortie de passoire thermique, on sort de l'étiquette G, prime sortie de passoire à 1 500 euros, et puis complétée par des prêts, donc là il y a eu un éco-prêt à zéro pour boucler le plan financier. Merci Laurent. Donc un exemple d'un ménage accédant qui a bénéficié de cette visite, et donc une aide à la décision. Donc là on voit le programme de travaux qui a été réalisé. On a un deuxième exemple accompagné aussi par Solia dans le cadre d'une acquisition. Donc là on
on est sur une rénovation globale. Et donc, le ménage qu'on accompagne depuis le début de l'année va pouvoir mobiliser la nouvelle aide. Karine vous a présenté tout à l'heure l'aide des 5 000 € à la performance énergétique. Donc, c'est effectivement la plus-value de pouvoir cumuler l'ensemble des primes de l'agglomération de Saint-Brieuc, l'aide des 4 000 € pour l'achat, mais également la prime de performance énergétique de 5 000 €. Et on va pouvoir aussi rajouter les CE2, les éco-prêts, dans le cadre de ce projet. Donc là, la classification énergétique, après travaux, sera explicitée. Et c'est vrai que je voulais revenir aussi sur il y a différents outils techniques. On a présenté le diagnostic accession qui est pris en charge par l'agglomération de Saint-Brieuc, mais il y a également des outils à l'échelle nationale, notamment les audits. C'est vrai qu'on s'y perd un petit peu entre. Il y a aussi des évolutions réglementaires là, récemment, donc entre les audits réglementaires qui vont être obligatoires dans le cadre d'une vente, les audits incitatifs pour l'obtention de certaines aides nationales. Est-ce que je me tourne vers Séverine Claude, de Soulia. Donc, vous êtes agréé pour pouvoir réaliser ces audits réglementaires ou incitatifs? Non, je me trompe. Donc, je vous laisse. C'est vrai que c'est hyper confus, je comprends. Donc, l'audit réglementaire 1er avril, c'est effectivement demain. C'est effectivement commandé par un vendeur dans le cadre d'une vente. Principalement, ce sera les diagnostiqueurs qui vont plutôt réaliser ces types d'audits. Il n'y a pas d'obligation pour le coup d'être RGE pour cet audit-là. C'est un audit qu'on dit conventionnel, on ne fait pas de comparaison réelle sur les habitudes de la personne, on ne fait pas des relevés précis de consommation. Donc là, c'est mandaté par un vendeur uniquement. En revanche, ça va servir à l'acheteur pour aller mobiliser les aides de MaPrimeRénov'. C'est ça, effectivement, la nouveauté. Il y a par ailleurs l'audit incitatif, effectivement RGE, pour lequel nous, on est la unité RGE, qui lui sert à mobiliser les aides de la rénovation globale dont je parlais tout à l'heure. Ça s'adresse à des ménages plutôt intermédiaires et supérieurs. Clairement, c'est pour la rénovation globale, plus de 55% de biens énergétiques, et pour mobiliser les aides CE2 rénovation globale. Demain, Marc, mon accompagnateur Rénov' au 1er septembre, devrait utiliser ces audits RGE, voilà, mais il y a une harmonisation qui doit être faite entre l'audit réglementaire et l'audit RGE, parce que sinon c'est la jungle, personne ne va rien comprendre. Ça, c'est prévu cet été, on devrait en savoir un peu plus, lequel prendra le dessus sur l'autre. Voilà. On est effectivement encore un peu trop tôt, donc si un ménage vient nous voir et souhaite savoir quel type d'audit réaliser, tout dépendra de. Alors clairement, pour l'accession, s'il y a le vendeur, dès lors qu'il aura un diagnostic de performance énergétique F ou G, il va devoir faire un audit réglementaire. Donc, l'acheteur aura déjà cet audit avec lui. Il va pouvoir mobiliser les aides, MaPrimeRénov' Sérénité, on n'en a encore pas tellement dessus. Voilà. Mais pas les C2E, pas les coprets. Les C2E rénovation globale, non. Ça, ce sera un audit incitatif. C'est vrai que c'est la jungle. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres outils ou est-ce que vous voyez d'autres leviers d'action pour pouvoir accompagner nos ménages à acheter et à faire des travaux? On a présenté un certain nombre de panels d'outils financiers, des aides techniques. Est-ce que vous voyez d'autres éléments à mettre en avant? Oui, alors, juste avant pour revenir pour revenir sur RGE et toute la base d'audit, donc sur la liste, nous avons aussi labellisé RGE pour réaliser des audits thermiques, donc, notamment pour mobiliser un standard. Donc, nous avons vocation effectivement à mobiliser de l'accompagnement, c'est-à-dire des audits qui vont permettre de mobiliser MaPrimeRénov' standard, seront aussi applicables pour LBR Sérénité. En revanche, effectivement, les limites, comme ça a été dit, ça ne servira pas pour les ventes, les locations, ni pour les côtés des aides. Et pour l'instant, on n'a pas encore le RGE sur les copropriétés. Ensuite, pour répondre à la question sur les outils incitatifs, au
au-delà effectivement des subventions directes et des frais, j'ai parlé tout à l'heure d'Action Logement qui est un frais qui était. Nous, dans l'émission d'accompagnement, qui peuvent quand même aider à la décision, il y a aussi le conseil sur le choix des professionnels. On est beaucoup sollicité. Comme c'est vrai qu'en centre personne de Saint-Brieuc, on a l'habitude d'accompagner des projets très complexes. Le maître d'ouvrage n'est pas en capacité de piloter les travaux tout seul. Donc, nous, on oriente sur le choix du maître d'œuvre, des entreprises. Il nous est déjà arrivé pour des copropriétés, des petites copropriétés de rédiger des cahiers des charges, de les accompagner dans la rédaction des cahiers des charges. Évidemment, notre déontologie impose de ne pas privilégier des professionnels plutôt que d'autres. C'est un peu la limite de la prestation. Mais ça, c'est quand même très important parce que si l'entreprise, si le maître d'ouvrage, ne sait pas à qui s'adresser, à quelle entreprise s'adresser, il ne peut pas concrétiser son projet. Voilà. Donc, ce qui est très bien, c'est qu'on peut maintenant s'appuyer sur des annuaires. Donc, on a avec les espaces France Rénov', on a l'annuaire des entreprises AG. Il faut savoir qu'il y a encore sur le marché, on rencontre encore des entreprises qui font de l'isolation et qui ne sont pas RGE, qui posent des fois des soucis pour mobiliser les aides. Il y a pour le choix des architectes, il y a l'ordre des architectes également, qui permet de choisir l'architecte en fonction de la localité. Voilà. Après, il y a un autre outil qu'on met en avant, ça c'est spécifique à l'OPA renouvellement, c'est l'exonération des frais de voirie. Donc ça, c'est aussi un avantage qui va s'ajouter à toutes les aides et qui n'est pas forcément négligeable dans le montage du projet. Merci Laurent. Est-ce que Déborah, tu voudrais compléter peut-être sur les outils? Alors, sur les outils, pas forcément. Sur les freins, peut-être. Les freins. Est-ce que tu vois aujourd'hui des freins qui pourraient être levés? Tu constates effectivement, lorsque tu rencontres certains ménages en phase d'achat, des outils peu utilisés, pas assez utilisés ou d'autres types de freins? Alors, les freins, on en a déjà identifié un, et je pense que l'espace info habitat y répond au travers de l'accompagnement proposé aux ménages, c'est la connaissance des aides. Vous avez compris, c'est extrêmement complexe de s'y retrouver. Quand on est primo-accédant, qu'on signe un compromis de vente, on doit, dans un délai contraint, déterminer la stratégie financière pour le projet. Je pense notamment aux ménages aux revenus modestes. Ils peuvent être éligibles au prêt à taux zéro à l'accession à la propriété, mais également à MaPrimeRénov' Sérénité, couplé, pourquoi pas, d'un éco-prêt à taux zéro. Seulement, le cumul de ces aides n'est pas forcément possible. Du coup, l'accompagnement qui est proposé par l'agglomération, c'est bien ça aussi, c'est de faire le tri dans les différents scénarios financiers possibles pour optimiser le projet d'achat et de rénovation. Si on s'arrête quelques instants sur l'éco-prêt à taux zéro, aujourd'hui, on a 4 formules qui existent. On a un éco-prêt à taux zéro mobilisable par geste. Je fais une action de rénovation énergétique de 15 000 €, 2 actions de 25 000, 3 actions de 30 000. J'ai un deuxième éco-prêt à taux zéro dit rénovation globale, pour lequel il faut réaliser un audit qui va confirmer qu'on atteindra un gain énergétique de 55%. Cet éco-prêt à taux zéro rénovation globale ouvre droit à une enveloppe de 55 000 €. On a un autre éco-prêt, 50 000 €, pardon. 55 de gains, 50 000 € d'enveloppe. On a un autre éco-prêt à taux zéro, dit éco-prêt à taux zéro MaPrimeRénov', qui lui est destiné à financer le reste à charge des travaux, une enveloppe de 30 000 €. Et on a un quatrième qui est un peu à part, qui lui va financer les travaux de rénovation du système d'assainissement non collectif. Donc c'est vrai que parler d'un éco-prêt à taux zéro à un particulier, quel prêt à taux zéro, lequel il va mobiliser dans son projet, et chaque dispositif ayant des conditions d'accès un petit peu différentes, c'est extrêmement complexe. Et effectivement, la nouvelle réglementation de l'audit réglementaire vient apporter encore davantage de complexité,
puisque, comme vous l'avez dit, effectivement, les opérateurs, hein, Séverine et Laurent, l'audit réglementaire va permettre de mobiliser ma prime rénov', mais pas les certificats d'économie d'énergie en rénovation globale, ni l'éco-prêt à taux zéro rénovation globale. Alors, pour vous rassurer, les cavaliers législatifs sont quand même prévus. Ils devraient sortir au plus tard au 1er janvier 2024. Donc, ça va se régulariser dans le temps. La DHUP a prévu normalement une tolérance sur l'application de l'audit réglementaire dans la mobilisation des aides financières. Mais pour l'instant, sur le plan juridique, audit réglementaire, ma prime rénov', OK. Pour le reste des aides financières, ce n'est pas possible. Donc ça, c'était effectivement un premier frein identifié. Le second frein, je pense, c'est la mise qui a été mise en avant en fait par les ménages que l'on peut rencontrer, c'est le préfinancement effectivement des aides. Aujourd'hui, tous les ménages ne vont pas vers la rénovation globale, tout simplement pour des questions de budget, ils n'ont pas la capacité financière d'avancer ces aides. Qui sont pourtant assez conséquentes. Effectivement, on parlait tout à l'heure de 18 000 euros en certificat d'économie d'énergie à rénovation globale. La mise en place d'un tiers financement, par exemple, pourrait être un levier à mettre en place. La loi de finances, il me semble que c'était en 2022, a ouvert le prêt avance rénovation, qui est un petit peu destiné à ça, après financer les travaux de rénovation énergétique. Aujourd'hui, en tout cas, on a dit, nous ne savons pas du tout s'il est mobilisé en pratique. Il est limité à certainement les banques. Oui, tout à fait. Oui. Il y a de mémoire 2 banques qui s'étaient positionnées sur la distribution de ce prêt. Et je ne l'ai pas vu pratiquer pour l'instant. Non, la garantie. Voilà un petit peu. Ce que je peux vous retranscrire éventuellement aussi, c'est une réflexion qui a été menée là par la DIL de l'Oise. En lien avec cette fameuse audit réglementaire, c'est notamment l'approche des prêteurs de financement des acquisitions sans travaux de passoires énergétiques. Effectivement, on peut se poser la question entre la valeur du gage et le coût d'usage du logement, comment vont être envisagées ces acquisitions sèches de passoires énergétiques? Est-ce qu'aujourd'hui, l'établissement prêteur va continuer à financer ce type de bien? C'est une question que l'on se pose. Nous, en ADIL, on n'a pas forcément la réponse. Je pense que... Moi, je vais parler d'une approche que nous tentons chez Solia. Clairement, pour limiter tous ces freins, moi, je crois beaucoup à l'information de l'écosystème. Il faut qu'on soit tous au courant de comment ça fonctionne, de pouvoir donner les aides. Donc, nous, on s'est rapproché notamment de Leroy Merlin, pour lequel, effectivement, les clients rentrent chez eux pour faire des devis. Et il nous semble important que Leroy Merlin soit sensibilisé à toutes ces aides et toutes ces informations et lui dire, attention, voilà, il y a un dispositif local, il faut que le client ait le réflexe de rentrer dans le bon guichet pour prendre toutes ces informations. Par ailleurs, pour effectivement, le prêt avance rénovation, on ne va pas se mentir, ça ne marche pas. L'éco-PTZ, les banques ne sont pas très ouvertes à le faire. Et par ailleurs, il est vraiment lié à la rénovation énergétique. Donc, quand il y a des travaux induits, pour chez les personnes âgées, ça peut être de la tapisserie, ça peut être des petits travaux, ça ne rentre pas dedans. Donc, nous, chez Solia, on est en train d'expérimenter avec un partenaire financier un prêt qui permet de financer l'intégralité du projet, y compris l'avance des aides, et permettre aux clients de fonctionner comme un prêt relais, de ne rien payer pendant le délai des travaux, le temps qu'il réalise ses travaux, uniquement les intérêts et l'assurance, et une fois qu'il a touché les aides, de rembourser les aides totalement gratuitement, ce qui lui permet d'engager la globalité du projet, y compris quand il y a 18 000 euros de ces 2 heures d'innovation de base. Un projet clé en main. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est des petits leviers, des petites clés qu'on essaye effectivement d'apporter pour lever tous ces freins. Merci. Je ne sais pas si vous souhaitez abonder sa réflexion. J'en prie,
je voulais revenir moi, sur les investisseurs et sur les propriétaires bailleurs, en disant des retours aussi du Salon de l'Habitat. On a rencontré plusieurs propriétaires bailleurs inquiets de l'arrivée du coup des contraintes par rapport aux étiquettes, inquiets pas forcément non plus dans le bon sens, parce que pas aussi technicien que les collègues conseillers, mais sur donc de la peur. Des craintes, l'envie, des hésitations entre le fait de se débarrasser de ce bien, parce que c'est souvent des biens de famille, ils sont hérités d'un patrimoine, c'est loué pour être occupé, c'est pas forcément, voilà, ils ne veulent pas de soucis, ils ne veulent pas de contraintes. Et je pense qu'il y a un besoin fort d'accompagnement, mais aussi d'intégration du coût énergétique de ces logements pour leurs locataires. Il y en a plusieurs qui m'ont dit, oh, mais moi, de toute façon, la hausse de loyer, non, je ne la fais pas, parce que mes locataires, là, ils vont pas pouvoir continuer à avoir la facture d'énergie augmentée. Et voilà, donc il y a tout ce travail à intégrer, je pense, dans toutes les simulations sur le coût de la vivre dans le logement. Et intégrer ça dans la logique du bailleur pour qu'il puisse se dire, voilà, j'ai tant de loyer, mais mon locataire va avoir tant de coûts supplémentaires pour vivre dans ce logement-là. Et je pense qu'en étant clair sur ces enjeux-là, on pourra faire aussi des montages peut-être plus justes et sans mettre des gens en difficulté aussi après. L'idée de ne pas s'arrêter simplement au niveau syndical pour arriver à l'étiquette, mais bien de gérer mon père de famille et d'anticiper la suite, parce que ça ne va malheureusement pas s'arrêter. Oui, tu as raison effectivement de le souligner, l'importance pour les locataires de pouvoir se loger correctement et avoir des charges énergétiques moindres. Donc, inciter le plus possible effectivement les bailleurs sur le territoire à faire des travaux, à ne pas vendre leurs biens. C'est vrai que ce qu'on constate, vraiment, il y a beaucoup de bailleurs en lien avec l'évolution réglementaire qui vont vendre leur logement parce que contraints de faire des travaux. Mais voilà, nous, on les accompagne au niveau de l'espace Info-Habitat pour vraiment qu'ils puissent intégrer un plan de travaux le plus complet possible pour le bien-être ensuite de leurs locataires. Et il y a tout le travail sur l'usage dans les logements. Parce qu'on regarde là sur les simulations qu'on a faites l'an dernier, pour des locataires, mais même pour des propriétaires, entre le coût de ce qu'on rappelait un petit peu Julien tout à l'heure, entre le choc sanitaire, enfin sur une maison électrique 100 mètres carrés, au choc sanitaire et chauffage, on va avoir une grosse partie, bien sûr, de la facture d'énergie, mais pas que. Donc, c'est vraiment à la fois sur l'usage et sur la performance énergétique de l'enveloppe et sur les choix après de solutions techniques pour chauffer qu'il faut travailler. Et on ne peut pas faire l'économie, pour les ménages modestes, l'un va avec l'autre systématiquement. Et ce n'est pas simplement les petites. Là, il y a plein de petits gestes économiques. On parlait avec la directrice tout à l'heure des douchettes. Alors, des mousseurs, pardon, sur les robinets. Elle me disait, rien que ça, si c'était généralisé partout, c'est une baisse de moitié. Et c'est des tout petits trucs, c'est des petits investissements. Donc, on a besoin de solutions aussi, pas forcément de travaux compliqués, mais de choses qui vont permettre de faire des économies aux gens. L'eau, ça va être le sujet. L'eau, effectivement. Après l'énergie. Je ne voudrais pas prendre effectivement trop de votre temps, on a déjà largement dépassé. Merci à l'ensemble des intervenants, vraiment pour la qualité de ces échanges. Merci à l'ensemble des participants. On aurait été un petit peu plus nombreux, mais les personnes présentes, c'était les meilleures, toujours. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous pour échanger plus précisément sur un point sur lequel vous souhaitez revenir. Mais de toute façon, on aura l'occasion de se rencontrer prochainement sur d'autres événements. Merci encore. Merci.